est venu le verbe. Et en fait, je mets dessous une petite définition, enfin, tout rikiki, du mot ordinateur en venant sur l'étymologie qui concerne le mot latin ordinator, et en fait, qui veut dire celui qui met en ordre. Et donc, ce nouvel ordre, c'est accommoder bien les choses entre elles, en fait, une chose à une autre chose. Et ça veut peut-être pouvoir dire, on ne sait pas, mais on va voir, que ceux qui ne sont pas pleinement compris par cette accommodation, bah, ça ne va pas très bien pour eux. Donc, que se passe-t-il quand le déploiement d'une architecture numérique met à l'écart certains socioprofessionnels, en particulier les plus engagés psycho-affectivement? C'est ce qu'on va regarder. Et la problématique soulevée, c'est de décrypter comment faire levier d'une accélération d'un toujours plus vite pour favoriser éventuellement, ça serait bien, l'enrichissement de l'acteur vers un plus loin. Et l'hypothèse, c'est que la mise en contention que peut représenter la contingence numérique, pour certains du moins, ça se caractérise par le rétrécissement du sujet en termes de perception et de représentation. C'est pour ça que ce travail va travailler sur perception et représentation. Et notre objet d'étude, c'est sur le rôle de l'habitus, si vous préférez, du socio-éducatif des dirigeants de PME dans la conduite de leur entreprise. Et à partir de là, on va regarder si ou en quoi les oscillations manifestes du dirigeant permettent ou non d'accueillir l'expérience, c'est-à-dire le sensible et le faire, de ce que le salarié peut faire de cette contingence numérique. Donc, on va très, très vite, on va regarder des mots-clés comme la mise en contention. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que la migration sur une activité quelconque, d'abord de comptabilité, puis après plein d'autres choses, vers un système numérique, et ben, ça fait que les dirigeants, ils sont tentés de laisser de côté un peu ils sont tentés de prendre dans leur mode de management des choses qui renvoient à la contention, compression, parce que le mode accéléré, c'est ça qui va permettre effectivement d'être dans cette espèce de compression, contention. Et donc, vraiment, le cadre organisationnel met l'individu lui-même psychiquement en contention. C'est-à-dire que la contention que le sujet va instaurer par lui-même, c'est une manière de lutter contre ses angoisses. C'est un processus défensif, en fait, qui rend impossible toute perception de lui-même. C'est comme s'était absenté de lui-même. Et cette première défense pour neutraliser et circonscrire la désorientation, enfin, cette espèce de désorganisation pour lui, ça va le maintenir. Il va essayer de maintenir coûte par cette contention ces différences, mais le cadre, on voit bien, il consiste en l'immobilisation d'une partie du psychisme de l'individu qui ne peut plus se différencier, en fait. Et donc, le cadre, c'est les conditions de travail, c'est l'espace c'est un processus dans la mesure où il limite la capacité du sujet à penser son travail. Bon, ça, c'est des recherches à partir de psychologues et de psychanalystes, voilà, en psychologie. Et donc, la contention, ça va réprimer les circulations des fers et des nouveaux fers. Et on peut dire que la contention, elle ne peut que s'enlever. Elle ne se lève pas, elle s'enlève. C'est-à-dire que pour s'enlever, il faut se détacher. Et pour se détacher, il faut trouver en soi-même, et aussi grâce aux autres, des forces de ressourcement suffisantes. Les ressourcements, c'est quoi? Les ressourcements, c'est le fait que par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle forme organisationnelle, une nouvelle procédure, etc., le sujet, il va réorganiser les déjà là de ressources qui sont connues de lui-même ou même inconnues. Et il va combiner, synthétiser donc des éléments nouveaux et anciens et puis il va essayer de le faire de mieux en mieux. Et quand il y arrive de mieux en mieux, pour lui, ça fait quelque chose d'agréable. Donc, c'est une sorte d'hybridation. Et même s'il y a toujours cette ambiguïté de la construction sociale, où va se cacher les incompressibles, justement, du sensible et les hybridations avec le savoir.
Donc, il y a l'hybridation, ça va permettre de résoudre un peu une triple confrontation entre des situations nouvelles, des acteurs nouveaux, des procédures nouvelles, sociales évidemment, aussi, évidemment. Et ça s'ancre bien sûr dans nos connexions sensibles à partir de quelque chose ou de quelqu'un, et le ressourcement s'incrémente. Dans l'apprentissage, on a affaire à un apprentissage expérientiel, c'est-à-dire que l'apprentissage qui se raccorde mieux à ces ressourcements, c'est l'apprentissage expérientiel qui se fait en continu, qui est holistique, qui mêle raison et affect, qui part aussi du passé et de l'expérience, qui s'adapte à de nouvelles contingences, qui procède par essai-erreur et qui voit que finalement, dans sa perception-représentation d'un désagréable qui va être modifié en agréable, c'est bien l'acte qui est modifié. Et ça passe par la réalité, là, elle passe par du récit, par des images concrètes, et ça permet un traitement beaucoup plus rapide de l'information et pour accéder à une action immédiate, et ça s'incrémente aussi. Voilà. Top. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de cette PME qui a mis en place une plateforme numérique. Et donc, je vais vous montrer ma modélisation sur, d'un côté, donc on a au milieu l'habitus singulier du dirigeant, on a les processus instrumentaux, on a les relations aux socioprofessionnels et on a le niveau d'engagement. Donc, je vais expliquer brièvement ces éléments-là. L'habitus, c'est, on reprend Moss, Bourdieu, etc. Hein, et puis, on rajoutera du Sicone, qui est en psychologie. L'habitus, c'est ce qui est acquis et intériorisé par l'éducation. C'est tout ce qui est perception, tout ce qui est appréciation, tout ce qui est assurant. Ça permet de combiner tout cela. C'est hérité puis mis en œuvre par l'individu. C'est un système de disposition, c'est ce que dit Bourdieu, un système de disposition réglé, durable et transposable qui résiste assez fort aux perturbations. Et puis, l'habitus, c'est contenance. Ça, c'est Sicone qui nous dit ça, qui est en psychologie. Il est contenance parce qu'il autorise, c'est comme un espace qui autoriserait l'expérience, quelle que soit sa nature, à être reçue et contenue. Alors, contenir une expérience, ça veut dire positivement la comprendre et laisser accoucher les points de vue différents. Processus instrumentaux, il s'appuie sur les connaissances à la fois procédurales et aussi les habiletés de la personne. Ils agissent sur nos signaux automatiques en matière, comme si c'était des capteurs de danger, et pour justement assurer la survie des missions qui sont dédiées. Et dans les comportements qu'ils génèrent vont s'infiltrer comme des régulateurs d'énergie, mais d'énergie qui sont un peu en conserve. La relation aux socioprofessionnels, notre agir se situe particulièrement dans ce que dit Bachelard sur l'état fluidique du psychisme imaginant. Donc, je reprends au début était le sensible et puis est venu le verbe. Et juger que cette situation-là requiert un agir différent, ça dépend du contexte précis du problème. Et donc, ça va réactiver aussi notre socio-culturel, notre interpsychologie, notre socio-historique. Et ça va développer aussi notre mémoire, nos sentiments, nos motivations par rapport à un pareil et par rapport à une autre chose qui n'est pas pareil. Et puis, le niveau d'engagement psycho-affectif, on a vu que les éléments du sensible étaient là et qui jouent un rôle important pour Bachelard, puisqu'il dit que c'est un bon conducteur qui donne la continuité du psychisme imaginant, donc ça permet d'imaginer, ça permet de combiner des schémas et pour aller vers des compositions nouvelles, ça permet surtout de saisir des rapports
inopportun, inattendu, qui demande justement de laisser la place à l'inattendu et l'inopportun, et ça permet aussi de prendre conscience de nos propres insuffisances. Et ce niveau d'engagement psycho-affectif est différent en fonction du niveau exigeant de la relation aux autres. Mais c'est à la fois de la pensée et de la créativité qui va justement développer aussi l'esprit critique. Et sans esprit critique, il n'y a pas d'esprit d'invention et d'innovation. Donc, après avoir expliqué nos steps, voilà, on va aller voir notre petite PME. Alors, notre petite PME, bon, ça fait 20 ans que je travaille avec elle, donc je connais le père, le fils. Le père a passé l'entreprise au fils il y a une dizaine d'années. Oui, à peu près. Et donc, notre recherche, c'est sur une méthodologie forcément du récit de vie et de l'enquête aussi, parce que le discours permet notamment de faire ressortir le comportement. Et puis, c'est longitudinal. Donc, cette PME, hop, voilà, elle est dans les gaz neutres. En fait, bon, elle fait des choses qui ne sont pas très sexy, c'est-à-dire la distribution de compresseurs, mais elle fait depuis qu'elle existe, 31 ans, elle est sur des niches particulièrement, et aujourd'hui très innovante, enfin très technologique, je veux dire, puisque c'est du banc d'essai et du prototypage pour ce qu'on appelle le contrôle non destructif de sous-ensembles, par exemple des réservoirs pour l'industrie de la défense. En injectant du gaz neutre, on voit comment tiennent ces réservoirs, etc. Il y a 5 composantes. On a l'administratif, le commercial, l'ingénierie, l'installation, la maintenance. Et puis, a été déployée une plateforme collaborative pour notamment servir aux lignes en équipe qui a été mise en place en 2013. Et cette plateforme intervient depuis 2018. Voilà. Donc, quelques chiffres. Vous voyez bien que la part du service ingénierie prend de plus en plus d'importance dans le chiffre d'affaires, puisqu'elle est passée en 2015 de 24% en 2019 à 40, enfin, ça a été quasiment multiplié par 2. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles recrues, elles vont conforter le service ingénierie. Donc, ce qui se passe, c'est que bon, c'est le service ingénierie qui transforme finalement petit à petit l'ensemble de l'entreprise. Le dirigeant, c'est Mathieu. Donc, c'est vrai qu'il donne, avec le service ingénierie, la pulsation finalement vis-à-vis des autres services. Il y a un vrai ascendant du système d'ingénierie. Et Mathieu, pour lui, il continue la philosophie de son père, qui est il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant, mais des compromis où tout le monde y trouve à peu près son compte. Et donc, ça a été pensé comme ça au niveau du Lean. Donc, ça, c'est un autre article que j'ai fait ailleurs. Et puis, avec le Slack, ça va permettre un grandissement, effectivement, de l'entreprise qui a racheté d'autres entreprises depuis. Donc, on n'est plus dans les petits sauts, on est dans les grands sauts. Et donc, moi, je suis allée donc, voir les salariés aussi, pas tant que ça pour le Slack, parce que je ne savais pas trop que ça allait se mettre en place, vraiment, que c'était déjà en place, mais pour parler plutôt de ce grandissement finalement, et donc de parler de leur, reprenant des choses basiques sur leurs besoins matériels, leurs besoins de sécurité, leurs besoins d'appartenance, leurs besoins de reconnaissance, leurs besoins de réalisation. Et c'est là que le Slack est remonté et remonté le fait que les salariés de la composante commerciale et installation, qui sont vraiment en constante face à face, si je puis dire, plus ou moins, avec les clients, ils se sentent un peu mis à l'écart, ils se sentent même en vulnérabilité parce que, en fait, la complexité de leur mission relationnelle, ça a été complètement ignoré dans le déploiement du Slack. Donc, il y a vraiment une rupture partielle avec ces corps socio-professionnels et avec leurs socio-professionnels.
Donc, ils ne peuvent plus se projeter. Et même Mathieu, qui n'a jamais dit ça, commence à dire, oh là là, ces commerciaux, de toute façon, ils en savent plus que les autres, mais ils ne veulent pas du tout changer leur habitude. En fait, les processus instrumentaux, c'est une évidence. Et une évidence, ça ne se discute pas, quoi, en fait. C'est ça le problème. Et à force de ne pas en discuter, on prend une partie des équipages comme des objets inanimés qui doivent de toute façon faire. Et en procédurant les pratiques, on procédure aussi la pensée. Ça, c'est Anne Gillier, qui est psychologue et psychanalyste, qui a écrit un chapitre d'ouvrage là-dessus. Et dans les relations socio-professionnelles, elles deviennent flottantes parce qu'on est face à un impossible. On est face à un obstacle puisqu'on ne peut pas dépasser l'évidence. Donc, il va falloir renier son métier un peu. Voilà. Et donc, ça devient flottant. Et dans son engagement psycho-affectif, c'est pareil, c'est un peu délié parce que le sensible et l'affect, qui est conducteur de cette pensée et de cette créativité dans la relation à l'autre, elle ne peut plus se recharger d'esprit critique et d'esprit d'innovation. Donc, c'est un peu perturbant. Et donc, on oublie des choses importantes qui sont le fait que si on nie les forces potentielles, en fait, de la combinaison entre les routines, effectivement, et l'écoute créative, on fait que ces personnes-là sont dans un étouffement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les habitudes et les routines? Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la stabilité, finalement, dans la conduite de son travail sur le long terme. Et ça sert, sur le court terme, à intégrer des effets générés par quelque chose, une mise en variabilité dans l'exigence interne et externe, notamment de la relation. L'écoute créative, c'est les dires, mais c'est plus que les dires, c'est la voix, c'est le corps, c'est les affects. Et quand elle est vraiment créative, c'est-à-dire elle va permettre de découvrir l'altérité affective. C'est comme, voilà, c'est cette expression, on est touché avec tact par justement l'expérience sensible de l'autre. Et donc, on est dans une sorte de pensée en résonance qui laisse place justement à l'empathie. Et l'empathie, c'est la représentation un peu concrète, pas exacte, évidemment, on est dans c'est pas une science exacte, mais un peu concrète de l'état mental d'autrui qui inclut l'émotion qui est propre à autrui et à soi. Donc, quand on combine ces forces-là, ça permet d'être vraiment de faire place vraiment au rôle de l'intersubjectivité. René Caes, qui est très connu en psychanalyse, parce que mondialement connu, René Caes, il est spécialiste de la psychanalyse des institutions, et des groupes et des institutions. Il nous dit, cette intersubjectivité, ça comprend des processus, des formations, des expériences spécifiques dont les faits infléchissent l'avènement des sujets, de l'inconscient, de leur devenir. Et ça veut dire que le jeu est au sein d'un nous. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de fortifiant, dans vraiment une substance créative. Et si on écarte tout ça, on est dans une neutralisation, et comme une arme qui neutralise quelqu'un, un ennemi, et par une sorte d'empêchement à exprimer les potentiels des gens. Voilà, et c'est ce que fait malheureusement l'apprentissage uniquement instrumental. Donc, je ne reviens pas sur parce que je vais développer ailleurs sur les 3 types d'apprentissage où on a effectivement instrumental, puis et communicationnel et émancipateur. Et l'émancipateur est dans cet apprentissage expérientiel. Et donc, comment faire? Pour dégager des voies et moyens, il faudrait faire sauter plusieurs verrous. D'abord, que la rupture doit être acceptée par le dirigeant, qu'un terrain d'attente doit se créer avec tous les partenaires internes de l'entreprise. Ça, c'est dans l'approche socio-économique de Sava-Lézardé.
et dans aussi l'approche socio-économique de Saval et Zardet. Il faut vraiment que le travail constant des dirigeants et des encadrants, il doit être de lier, relier, réconcilier l'homme à l'entreprise dans une relation qui soit plus gagnant-gagnant et surtout durable. Voilà, donc là, on a l'impression que le dirigeant commence à gouverner les personnes comme s'il administrait des choses. Et voilà, donc, évidemment, c'est une approche très limitée parce que c'est empirique. Mais quand même, on voit qu'on confond normes et valeurs, qu'on confond transparence et surveillance. On confond, voilà, et on est en train d'être dans des logiques qui transforment peut-être aussi notre cerveau. Mais nos désirs, ils sont là, hein, de toute façon. Ça déborde quand même, hein. Nos affects, ils sont là, ça déborde quand même. Hein. Et on ne sait pas où ça va déborder, justement. Comment ça va déborder, qu'est-ce que ça va faire si on ne prend pas en compte de tout cela. Voilà, je finis et je vous remercie. Nous vous remercions pour garder donc quelques questions. De prendre votre session avec une autre expérience période récente sur le Covid. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Faut que j'appuie là. Ah oui, non, c'est bon. Voilà. Comment on revient en arrière? Ah oui, c'est ça. Le rouge. C'est ça. Et enfin, oui, le capteur est là-bas. Okay. Oui, là. Donc, bonjour à tous. Damien Renard. Donc, moi, je suis professeur à l'université en communication, en infocom, à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et en fait, voilà, ici, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est la question de la plateformisation. Donc la question des plateformes numériques. Et donc, qui dit plateforme dit automatiquement, enfin, pas automatiquement, mais généralement intelligence artificielle. Et je voudrais aborder la question de la collaboration, qui est quand même un des enjeux fondamentaux au sein de ces plateformes. Donc voilà, donc j'ai fait un petit exposé. Donc en fait, l'idée, par rapport à l'appel, l'idée de cette réflexion, en fait, elle est née d'une observation, le fait qu'aujourd'hui, le mouvement de plateformisation, il n'est pas nouveau, je veux dire que. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment finalement, ces plateformes sont utilisées par des collectifs pour créer, pour en fait, voilà, le rôle des plateformes dans l'émergence de collectifs. Et je me suis intéressé plus particulièrement aux collectifs autour de la question de l'innovation sociale, puisque c'est quand même le thème du colloque, c'est quand même l'IA et l'innovation sociale. Donc, l'idée pour moi, c'était d'aller observer un collectif en train de se faire autour de ces problématiques d'innovation sociale. Et je me suis intéressé à un collectif autour la communauté Solidarité Covid-19, donc qui est un collectif porté par l'Organisation internationale de la francophonie, qui a réuni 1500 personnes durant la première vague de en fait, la pandémie. Et moi, mon objectif, ça a été de voir comment en fait ce collectif avait évolué, comment en fait il avait émergé, d'autant plus que l'Université de Louvain était partenaire du projet. Donc, c'était un projet de recherche, en même temps un projet appliqué avec l'OIF. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment le but de ma présentation ici, c'est d'étudier comment les plateformes peuvent aider le processus d'innovation sociale en m'intéressant vraiment à une question pour moi qui est fondamentale, c'est la question de la collaboration. La collaboration, concept un peu nébuleux, concept très flou, puisqu'entre la question de la coopération, de la coopétition, la question de la collaboration, l'idée, la collaboration dans le sens où je l'entends ici, c'est vraiment
l'idée de travailler ensemble en dépassant des logiques individuelles, mais la collaboration, ça reste un concept très, très large parce que ça va du simple partage d'informations à la mise en ressources, à la mise en commun de ressources en vue d'un résultat commun. Donc, c'est en fait assez large, mais c'est une problématique centrale, cette en fait, question. Et la question, elle est assez simple que je me suis posée, c'est finalement quel est le rôle de l'intelligence artificielle. Et quand moi je parle d'intelligence artificielle, je m'intéresse surtout aux objets sociotechniques qui vont relever de l'intelligence artificielle, comment les systèmes communicationnels intelligents peuvent aider, en fait, peuvent favoriser l'expérience collaborative, comment on peut faire collaborer des gens ensemble dans des contextes où finalement les plateformes, comme une des caractéristiques des plateformes, si on revient à la définition d'une plateforme, c'est vraiment l'idée de coordonner l'activité de groupes d'acteurs qui vont devoir travailler ensemble, qui vont devoir collaborer ensemble, et des acteurs qui sont hétérogènes. Et tout l'enjeu des plateformes en tant qu'infrastructure, c'est ce travail de coordination. Et c'est là où les IA, évidemment, ont un rôle qui n'est pas neutre, parce que ce sont des systèmes qui vont essayer justement d'analyser l'environnement pour aider justement à dépasser justement le fait que les individus sont hétérogènes et n'ont pas forcément d'objectifs communs au départ. Et donc, c'est vraiment ça, sur ça que je me suis interrogé. Et donc, moi, ce mouvement de plateformisation, je l'ai plutôt vraiment centré sur la question des innovations des collectifs autour de l'innovation sociale. Parce que l'innovation sociale, enfin, moi, je trouve ça assez passionnant. C'est quoi l'innovation sociale? Donc, c'est vraiment le moyen d'offrir de nouvelles solutions qui vont être capables de résoudre les problèmes et les besoins sociaux ou encore de favoriser le bien-être des individus. Donc, c'est vraiment ça le cœur même de l'innovation sociale, à la différence de l'innovation. Encore un concept très, très large. Hein. Il n'y a pas un consensus sur la notion d'innovation sociale, puisque certains la voient plutôt comme un processus, d'autres comme un résultat, d'autres comme un produit. Néanmoins, il y a quand même une convergence sur des caractéristiques de l'innovation sociale. Et l'une des premières caractéristiques, c'est que les innovations sociales en fait, développent dans un contexte donné. Et là, vous voyez déjà émerger un premier problème, c'est comment vous faites travailler des gens ensemble, collaborer des gens autour de projets ancrés dans des problématiques locales, dans des contextes donnés. Comment les gens peuvent se parler si finalement les projets renvoient à une réalité du terrain. Et ça, c'est une des grandes difficultés de la collaboration. Et donc, le deuxième niveau, c'est le périmètre très localisé des innovations sociales qui sont géographiquement limitées, qui émergent sur des marchés. Et aujourd'hui, un des grands défis dans le domaine de l'innovation sociale, c'est comment, par exemple, une innovation sociale qui émerge dans le nord de l'Europe peut, par exemple, se diffuser en France. C'est vraiment un problème. Et enfin, l'hétérogénéité des domaines, parce que l'innovation sociale, ça va des problématiques de santé aux questions environnementales. Et donc, la plateformisation, dans ce mouvement autour de cette question des innovations sociales, la plateformisation, c'est quand même une question intéressante parce que pendant longtemps, par exemple, l'innovation sociale, un des acteurs pivots justement de l'innovation sociale, c'était l'entrepreneur social. Vision très schumpeterienne, justement, avec l'entrepreneur social. Il y a énormément de travaux qui va générer des innovations sociales. Pourtant, ce que dit Harrison, c'est qu'en fait, à côté de l'entrepreneur social, de l'individu qui va porter un projet avec un intérêt social fort, qui va, à travers son projet, essayer d'améliorer le bien-être des populations, va émerger et existe une autre figure de l'innovation sociale qui est la figure des collectivités ou des collectifs. Et les collectifs, évidemment,
grâce aujourd'hui aux plateformes technologiques, évidemment, ils ont un support technologique pour pouvoir échanger, pour pouvoir se coordonner, pour pouvoir s'exprimer ensemble. Et c'est avec quand même comme deux problématiques, avec quand même comme question majeure, comment je me coordonne, comment je coordonne des acteurs hétérogènes, comment je coordonne des innovations qui sont ancrées dans des contextes locaux. Donc ça, c'est vraiment une des grandes questions et c'est un des grands défis posés par la plateformisation des innovations sociales. Alors, l'intelligence artificielle liée à la plateformisation, donc pour revenir au cœur aussi du sujet de la conférence, clairement, l'intelligence artificielle, moi, c'est une notion qui m'a toujours… j'ai toujours été, pour être honnête, très, très réticent avec la notion d'intelligence artificielle, que j'ai accueillie avec beaucoup de méfiance. Pourquoi? Parce que je m'intéresse aux questions du numérique depuis très, très longtemps. Et en fait, tous les 2 ans, quand on travaille sur le numérique, on a toujours une nouvelle notion qui émerge. Donc, il y a eu l'intelligence artificielle. 2 ans avant, c'était les algorithmes. 2 ans avant, c'était le big data. 2 ans avant, c'était les réseaux sociaux. 2 ans avant, c'était la transformation. Et voilà. Donc, en fait, il y a toujours cette logique. Et c'est vrai que, du coup, ce colloque a été aussi pour moi l'occasion vraiment de mieux comprendre les enjeux. Et l'intelligence artificielle, donc, est vraiment une discipline scientifique qui n'est pas nouvelle. L'intelligence artificielle, comme le montre très, très bien tout le travail de Cardon et Hall dans la revue Réseau, c'est une thématique qui revient régulièrement au cœur de l'actualité, avec 2 branches, la branche symbolique, où on est sur une intelligence artificielle qui part basée sur l'idée de formalisation et d'application d'un raisonnement en fonction de règles logiques explicites. Donc, on aurait finalement des règles explicitées à partir de là, l'intelligence artificielle. Donc, ça a été dans l'histoire de l'intelligence artificielle, ça a été une des branches qui a vraiment dominé, qui a dominé beaucoup les travaux. À côté de ça, il y a la branche connexionniste, et qui, en fait, regroupe l'ensemble des techniques d'apprentissage à partir des données. On va retrouver le machine learning, le deep learning, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette seconde branche de l'intelligence artificielle, la branche connexionniste, était plutôt, par exemple, minoritaire dans les années 80 et a connu un regain d'intérêt clairement avec les données du numérique et qui en fait, pourquoi en fait ça a en fait connu un regain d'intérêt, c'est en fait tout simplement parce que justement, en fait, l'IA connexionniste va pouvoir en fait se développer grâce à la quantité de données produites par les utilisateurs et on va pouvoir construire des systèmes communicationnels qui vont pouvoir interpréter les données, tirer des enseignements et utiliser ces enseignements pour atteindre des objectifs. Voilà. Et là, à partir justement de ces objets sociotechniques, on va émerger tout ce que vous connaissez, réalisation de tâches automatiques, détection des sentiments, etc. etc. Et donc, voilà, moi, je me suis intéressé à en fait, ce collectif Solidarité Covid-19 Francophonie, porté par l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une institution internationale qui regroupe tous les pays francophones et qui vise à promouvoir la francophonie à travers le monde. Et donc, l'OIF a en fait développé ce collectif avec pour objectif de fédérer, de partager, de co-construire des solutions innovantes, créatives pour atténuer les conséquences de la pandémie, de la maladie Covid-19. Et donc, cette plateforme, ce collectif il a été fait le choix par les concepteurs de l'héberger sur la plateforme Slack. Alors, Slack, c'est une messagerie, une plateforme de communication collaborative qui, en fait, intègre et qui est très utilisée notamment dans les organisations puisqu'elle intègre un certain nombre d'outils dans un même espace. Et Slack, en fait, a connu un succès assez important depuis longtemps parce que c'est une plateforme qui intègre des technologies d'intelligence artificielle dite faible. Alors, l'IA faible, c'est en fait l'IA qu'on connaît en fait en vrai. L'IA faible, ce sont donc des objets sociotechniques capables de réaliser une tâche précise. Donc, par exemple, Siri, pour ceux qui ont des Apple, se base sur l'intelligence faible en fait. Parce que finalement, l'intelligence artificielle forte, c'est le fameux mythe de l'intelligence artificielle forte n'existe, je pense,
pas, et on est dans notre quotidien, on est dans l'intelligence artificielle faible. Et ça, je pense que c'est important de le dire, qui se base sur les données qu'on produit pour réaliser des tâches précises. Et donc, voilà. Et donc, ce collectif basé sur Slack, avec deux objectifs, encourager les échanges et permettre à des porteurs de projets de rendre visible leur projet grâce au site OIF. Je ne sais pas combien il reste. En fait, il y a un quatrième intervenant. Ok, je vais accélérer alors. Donc, je vous demanderai de ne pas être aussi long que prévu. Ok, ça c'est bien de savoir. Donc voilà, là je vous ai juste mis une copie d'écran un peu du Slack. Je vais venir au point intéressant. Donc moi, en termes de méthode, j'ai fait le choix des méthodes mixtes. Méthode mixte basée sur une enquête ethnographique pendant 60 jours, plus complétée par une analyse quantitative sur les données de profil et les données de réseau. Donc, parce que, évidemment, en tant que partenaire du projet, on avait accès à toutes les données comportementales. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour ça, les méthodes mixtes sont intéressantes. Alors, qu'est-ce que donnent les résultats? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on observe la plateforme, le premier résultat qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a une forte hétérogénéité entre les membres sur la plateforme. Hétérogénéité à quel niveau? Au niveau des compétences déclarées par les personnes, hétérogénéité au niveau du pays d'appartenance. On a 20% des gens qui viennent du Congo, 10% du Cameroun, 10% de France, des gens qui viennent du Québec, des gens qui viennent de Belgique. On a des gens qui en fait sont ici pour en fait des objectifs variés. Il y a en fait des gens qui sont là parce qu'ils sont dans la recherche de financement, d'autres qui sont là pour échanger, d'autres qui sont là pour faire de la veille informationnelle. Et voilà, donc on a vraiment une hétérogénéité assez forte. L'hétérogénéité dans la littérature sur l'innovation, c'est plutôt considéré positivement, parce que l'hétérogénéité va favoriser la créativité et les échanges, avec quand même pour défi, avec l'hétérogénéité, quand même, c'est comment on réussit à coordonner les acteurs hétérogènes, parce que si les gens sont trop différents, évidemment, ils ont du mal à se comprendre et à se parler et à collaborer. Alors, ça, c'était une des problématiques des concepteurs de la plateforme. Alors, comment on fait pour faire collaborer des gens hétérogènes? Un des premiers enjeux, quand on observe comment se structure la plateforme, déjà, c'est la réalisation la présence d'un objectif commun. Et ça, c'est quand même, la pandémie, on peut voir le côté négatif. On peut aussi penser le côté positif. Ici, le côté positif, c'est que, clairement, en fait, de cette pandémie émerge un objectif commun partagé par tous, la lutte contre les effets de la pandémie Covid-19. Et ça fait frontière, en fait. Ça fait frontière entre les membres. C'est un objet frontière qui va faire sens pour les membres. Le deuxième niveau pour favoriser comment la plateforme se construit, c'est la division en sous-canaux thématiques sur Slack, avec justement permettre aux gens qui partagent des intérêts communs comme le tourisme, les médias, de justement en fait échanger. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, le dispositif sociotechnique va favoriser la création d'arènes, va favoriser la création d'univers de discours, va favoriser l'établissement de frontières basées sur le sentiment de faire ensemble. Et donc, voilà. Donc, je vous ai mis en fait, un extrait de verbatim. Alors, le rôle de l'IA dans en fait, ce processus, comment l'IA intervient finalement? En fait, l'IA, ici, on est dans de l'intelligence artificielle dite faible, donc elle va plutôt intervenir sur en fait, des tâches plutôt mineures, mais elle va jouer un rôle important en termes d'animation de la communauté, du collectif. Et pour moi, finalement, en fait, quand j'observe le collectif, il y a une animation faite par les community managers, donc animation humaine et animation non humaine. Et donc, en fait, ça en fait, se traduit à deux niveaux. D'abord, un niveau cognitif par des systèmes de recommandations personnalisés qui vont en fait essayer justement, une des problématiques de Slack, c'est les flux de messages qui en fait émergent, qui sont produits en permanence sur la plateforme. Et là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est qu'elle va essayer justement de filtrer l'information pertinente pour les utilisateurs en se basant sur les logiques, sur les principes de similarité ou de complémentarité entre les personnes. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, ici, favorise la rencontre entre des gens qui expriment des intérêts communs.
Voilà, consciemment ou inconsciemment. Et le deuxième type d'IA, ce sont évidemment les en fait, agents conversationnels. Ici, sur Slack, c'est le Slackbot, qui lui, évidemment, est d'abord une ressource cognitive qui peut mettre en fait, à disposition certaines réponses automatiques quand on lui pose des questions. Mais l'élément central pour moi du Slackbot, il est complètement ailleurs. Il est pour moi au niveau de la question de la présence sociale, parce qu'on sait dans l'histoire du numérique que le numérique a toujours été un média assez froid, hein, et que progressivement, les systèmes d'interaction, de notification, tout ça, ont permis de favoriser la présence sociale, qui favorise l'engagement, qui favorise la collaboration. La présence sociale, c'est le sentiment de ne pas être seul sur ces plateformes-là. Et clairement, un des rôles de l'intelligence artificielle à travers ces bots, hein, mais tout comme les systèmes de notification, c'est de favoriser ça, la présence sociale. Voilà. Et donc, en fait, quand l'analyse de graphes, on analyse justement le collectif, on se rend compte qu'émerge en fait un collectif. Et vous voyez que là, je vous ai mis la visualisation des liens entre les porteurs, les gens qui portaient un projet. Et vous voyez que là, par exemple, la couleur, ce sont des gens qui viennent de pays différents. Et on se rend compte que les gens, malgré qu'ils portent des innovations sociales ancrées dans des problématiques locales, tout le dispositif socio-technique fait que ces gens, en fait, vont quand même réussir à collaborer, à travailler ensemble avec les IA qui vont jouer un rôle. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans la littérature sur les organisations, il y a toute une littérature sur les passeurs de frontières, les boundary spanners. Et pour moi, clairement, ce sont des passeurs de frontières par excellence, au même titre que les community managers. En fait. Néanmoins, il y a quand même une grosse limite, une grosse interrogation sur la plateforme, c'est que quand on analyse finalement le profil socio-démographique des personnes sur cette plateforme, on se rend compte qu'en fait, il y a une relative homogénéité des gens au niveau du genre, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle. Et ça, on le voit très très bien quand on analyse la composante connexe principale, qui est le cœur de la communauté ou du collectif. On se rend compte que 40% des personnes inscrites appartiennent à la catégorie, en France, on parle de cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc, on se rend compte que 70%, si j'étais en Belgique, 70% sont des hommes. Donc, on est dans une plateforme qui reproduit les inégalités sociales, qui vise finalement, qui en fait répond justement à des problématiques principalement par une classe plutôt dominante. Et ça pose question, alors même que l'objectif de départ, c'est quand même une plateforme d'innovation sociale qui vise aussi à répondre aux besoins d'individus pas forcément touchés. Et là, on est clairement sur la question de l'inclusion et des grosses limites pour moi du numérique. C'est que le numérique, je reprends toujours l'expression de Dominique Pasquet dans réseau sur Action Expression, les oubliés de la recherche. Mais là, clairement, on est sur les oubliés du numérique, de tous ces dispositifs participatifs, collaboratifs, qui, en fait, excluent complètement une partie de la population et qui favorisent toujours la même personne. Et donc, le principal risque, quand même, c'est que ça va créer, c'est la création de bulles filtrantes. Donc, c'est-à-dire que ces plateformes vont rassembler des gens qui se ressemblent socialement, qui sont les mêmes, et avec un risque quand même de déconnexion avec les projets, avec la réalité des publics visés. Donc ça, c'est une des grosses problématiques. Et par rapport à l'intelligence artificielle, et je voudrais vraiment finir là-dessus, c'est la question des biais algorithmiques, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. L'intelligence artificielle, elle se base sur quoi ? Elle se base sur les données, sur l'étiquetage de données qu'on lui donne, en fait. Le problème, évidemment, c'est que quand ces données ont été produites par des utilisateurs qui sont des hommes, qui sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population qui, en fait, n'est pas là, qui n'est pas représentée. Et donc, tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui se construisent, ils se construisent à partir de gens qui ont le pouvoir, et les gens dominés, finalement, sont complètement exclus, et l'intelligence artificielle ne fait que renforcer ça, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment une des limites importantes. Et je pense, voilà, aussi le message que je veux faire passer à travers cette présentation, c'est vraiment celui-là. C'est quand on pense, c'est vraiment cette citation de Dominique Cardon, l'oraison du calcul n'appartient pas au calculateur, mais au monde qui a donné des exemples étiquetés. Et ça, c'est vraiment
vraiment le message que je veux faire passer, parce que je pense qu'il est central beaucoup plus que finalement la question de l'autonomie ou de la machine qui serait plus puissante que l'homme. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que… Donc, merci beaucoup, Romain. Donc, je voulais annoncer qu'il y a Thierry Berthier qui doit être en ligne, qui devrait pouvoir intervenir, mais je ne sais pas encore très bien comment. La régie nous expliquera sûrement cela. On lui proposera d'intervenir en dernier, le temps que tout soit au point. Donc, les gens de la régie vont me faire signe, parce que je n'ai pas de… Alors, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, bonjour à tous. Voilà, il est là. Voilà, bonjour. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran partagé. Je pense que je n'ai pas le droit de partage pour l'instant. Je ne sais pas si on voit mon écran, là, ma présentation. Oui, le micro marche mieux. Oui, donc, voilà, donc, voilà, Thierry Berthier, ça va, j'avais fini par l'écrire correctement sur mon papier. Voilà. Merci. Voilà. Donc, écoutez, on s'était donné 20 minutes, mais parce qu'on n'était que 3 à intervenir, si on est 4, vous allez avoir peut-être 17 minutes, on va dire. Parfait. Parfait. 17 minutes. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez ma présentation aussi? Oui, également. Techniquement, tout va bien. Parfait. Bon, donc on est parti. Alors, le sujet, moi, je vais parler de choses un petit peu moins, un peu moins d'intelligence artificielle pour le bien. On va parler plutôt du côté un petit peu plus obscur de l'IA. Alors, juste un mot de présentation. Je suis Thierry Berthier. À la base, je suis mathématicien en poste chercheur associé au CREC Saint-Cyr et je dirige depuis 2016 le groupe sécurité intelligence artificielle robotique du hub FranceIA qui a été créé au moment de la mission Villani. Voilà, il y a un consortium assez large en France et qui réunit à la fois des industriels, des chercheurs, des laboratoires et des institutionnels dans différents domaines de l'intelligence artificielle, que ce soit la santé, la mobilité, la culture, les médias et aussi choses plus tournées vers les questions de sécurité et défense, en particulier le groupe sécurité défense robotique. Donc là, l'idée de l'intervention, c'est d'expliquer un petit peu le changement de paradigme opéré par l'IA dans les armées du monde, et par la robotique aujourd'hui, avec des bouleversements extrêmement importants qui sont importants à la fois pour les forces, mais aussi pour l'ensemble de l'équilibre géopolitique. Alors en fait, l'intelligence artificielle et la robotique, parce qu'on va en parler conjointement, quand on parle de robotique, en fait, c'est un terme fourre-tout où on a à la fois des systèmes physiques, de la mécanique, des matériaux, de l'électronique, de l'optique. C'est un ensemble d'une trentaine de sous-disciplines. Et donc, quand on parle de robotique, on parle implicitement de ces 30 sous-disciplines. Et alors, cette robotique qui existe depuis fort longtemps, elle a fait comme l'intelligence artificielle depuis les années 1960, elle a fait différents bonds en avant. Et aujourd'hui, l'empilement de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'apprentissage statistique et des techniques de robotique fait qu'on obtient aujourd'hui des effecteurs et des systèmes qui sont techniquement efficaces et performants au combat et dans toutes les phases qui sont préparatoires au combat. Alors, on s'achemine vraiment très fortement vers une guerre des machines et des systèmes. On n'est pas à la limite de la science-fiction, on est dans le réel, dans ce qui va être dit. Alors, donc on peut faire un état des lieux rapide sur la robotisation des forces, notamment chez les 4 leaders, les 3 grands leaders, que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc c'est assez étonnant, mais on constate exactement une convergence des doctrines et des pratiques aujourd'hui. Il y a un alignement qui est parfait finalement sur les doctrines militaires des 3 leaders. Alors il y a les 3 leaders et puis il y a le reste du monde, et dans le reste du monde, il y a un second cercle de pays qui sont aussi très actifs. On pourra en parler juste après.
Donc aujourd'hui, pour résumer, on va trouver de la robotique téléopérée dans tous les milieux. Donc la robotique téléopérée, ce sont des robots qui sont grosso modo téléguidés. Vous avez un opérateur avec une console qui est à distance et qui téléguide un robot. Donc là-dedans, il y a très peu d'IA. Le robot, c'est une machine, c'est un outil, et il répond aux ordres directs ou indirects de l'opérateur humain. Alors, c'est globalement ce qui se passe avec les drones qu'on voit voler depuis une vingtaine d'années. Ce sont des machines qui sont téléguidées. Il n'y a aucune autonomie, aucun automatisme, ou très peu d'automatisme à l'intérieur. Ensuite, on trouve de la robotique semi-autonome. Et cette robotique, on a une vraie course vers la semi-autonomie et vers l'autonomie aujourd'hui. Et puis, alors, ça, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on va trouver sur le champ de bataille à l'horizon 2030 ces trois types de robotique qui vont se combiner. Et puis, pour agencer tout ça, on va trouver de l'intelligence artificielle dans toutes les strates fonctionnelles, en fait. Que ce soit l'aide à la décision pour le chef militaire, le calcul du risque aussi. Avant de mener une opération, on va calculer le risque et le chef militaire va prendre la décision d'engager ses forces ou ses moyens en fonction de ce calcul de risque aussi. Donc, c'est là que l'IA aussi a un rôle très important. On aura une optimisation des séquences. On l'utilise aussi pour la logistique, tout ce qui est logistique, tout ce qui est maintenance des matériels et des équipes. Donc, maintenance prédictive, l'intelligence artificielle, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a beaucoup apporté à la logistique et à la maintenance prédictive. Le pilotage aussi, et puis la partie défense. Alors, l'autonomie apporte des gains opérationnels à beaucoup de niveaux. On parle de l'homme dans la boucle ou de l'homme hors la boucle. Aujourd'hui, on a de nouveaux systèmes qui arrivent, les systèmes en essaim, donc le swarm et le super swarm, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Et puis, d'une manière générale, le combat haute intensité qui transforme complètement l'art de la guerre, où vous avez des moyens qui vont saturer, c'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes qui sont déployés dans tous les milieux en même temps, et à la fois sur Terre, la robotique terrestre, dans les airs, sur la mer, en surface, et puis sous-marin. Et puis aussi, au niveau de l'espace, donc avec la robotique spatiale, le cyberespace, donc l'espace numérique, qui est un espace absolument central dans cette révolution finalement des doctrines. Et puis aussi, le dernier espace, c'est le champ cognitif, ce sont les hommes. Ce sont les guerres d'influence cognitive, ce sont la déception psychologique, etc., etc. Donc, on a vraiment cet empilement d'espace où l'intelligence artificielle va avoir une action plus ou moins forte dans chacun de ces espaces. Alors, les usages des systèmes robotiques militaires, aujourd'hui, donc ça, c'est ce qui se passe en 2021, ils permettent d'effectuer un déport des 5 sens, des sens humains, l'ouïe, la vue, etc. Aujourd'hui, les robots qu'on a, qui sont téléopérés, peuvent faire ça. C'est-à-dire qu'à distance, on envoie un robot téléopéré, et puis finalement, ce sont les yeux et les oreilles sur tout le spectre électromagnétique du combattant. Donc, c'est un déport des sens d'abord. On a aussi une meilleure réactivité, une précision dans les actions. C'est-à-dire que souvent, le robot ne se trompe pas quand on lui dit de faire quelque chose. Il peut le refaire plusieurs fois. Et s'il a les bons capteurs, il va le faire de manière extrêmement précise. Et le robot, il ne fatigue pas, contrairement à l'opérateur humain. Il n'a pas d'état d'âme en plus. Donc, ça aussi, question opération, c'est aussi quelque chose qui peut compter dans la balance. Donc, on a des usages directs en accompagnement de l'action humaine. Alors, typiquement, c'est un robot mule. Vous avez une colonne militaire qui se déplace dans la forêt ou dans un environnement compliqué. Au lieu de porter 25 kilos à dos humaine, eh bien, on va mettre ça sur un robot qui, lui, va avoir pour mission de suivre bêtement les humains qui voient et puis de porter les charges lourdes qui sont à côté. Donc ça, c'est l'accompagnement dans l'action humaine, l'efficacité tactique, un accroissement à ce niveau-là, et puis un remplacement dans l'action humaine pour tout ce qui est dual, dirty et dangerous. Donc c'est les 3D, ce qui est répétitif, donc les environnements répétitifs, les tâches répétitives, les environnements qui sont pollués, dangerous, et puis les environnements dangereux. Donc voilà un petit peu les cadres d'emploi. Les usages induits, eh bien, l'idée d'utiliser des robots, c'est de préserver la ressource humaine et puis aussi la récupération, d'avoir une permanence H24 en toute discrétion aussi pour certains systèmes,
et puis de mettre en place des systèmes de systèmes qui vont réaliser de l'intégration sur l'espace. Alors, quand on parle d'autonomie, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. Hein. Il y a pas mal d'associations qui ont demandé l'interdiction des robots tueurs. On entend souvent le mot de robot tueur ou de robot terminator. Dans les faits, on en est très, très loin. C'est un robot tueur aujourd'hui, comme on va l'expliquer là dans la slide suivante, ça n'a pas d'intérêt, ou très peu. Ça aurait un intérêt dans le cadre d'une opération terroriste, mais à part ça, ça n'a pas d'intérêt opérationnel. Donc, on retrouve les 3 niveaux. Hein. Le système téléopéré, c'est comme un jouet à téléguidé. Hein. Il y a très peu d'IA dedans. Le système automatisé, donc qui est prévisible, qui va réaliser des tâches bien définies et qui réagit à des stimuli. Et puis, tout ce qui est robotique autonome ou semi-autonome. Et là, il faut, pour parler précisément, il faut définir des niveaux d'autonomie. Alors, les niveaux d'automatisme, ça, c'est un tableau que j'ai extrait d'un article que j'avais écrit en 2018 pour la revue de la Défense nationale et qui aujourd'hui est un peu la référence sur les niveaux, le classement en 6 niveaux d'autonomie. Donc, aujourd'hui, c'est celui qui est accepté par les forces armées en France, autant même aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a 6 niveaux. L0, c'est le plus bas niveau, c'est l'automatisme, c'est le système téléopéré. C'est-à-dire, c'est le jeu téléguidé. Voilà, il n'y a aucune autonomie dans le système. Le L1, c'est déjà un petit peu plus. C'est plus un système complètement téléopéré. C'est un système qui va dupliquer automatiquement l'action de l'opérateur. C'est-à-dire, le cadre du L1, c'est un soldat qui se déplace ou un opérateur qui se déplace, et puis un petit robot qui est à côté, qui voit le soldat et qui le suit, par exemple. Un follow the leader. Voilà, le robot, sa tâche, c'est par exemple de suivre l'opérateur humain partout où il va. Alors, en évitant les obstacles, s'il a un obstacle, ou en rattrapant s'il prend du retard sur l'opérateur humain, ou sans jamais le devancer. Donc, c'est typiquement du follow the leader. Après ça, on peut... les Russes, on vient de sortir il y a 2 ans des robots qui dupliquent automatiquement l'action du combattant au niveau du tir. C'est-à-dire que le combattant a un fusil avec un système optique, et quand le combattant choisit une cible et tire sur la cible, le robot qui est placé à 300 mètres, eh bien, il fait la même chose. C'est comme un dédoubleur, un dupliquant de l'action du soldat. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Les Russes en ont développé, les Américains aussi. Donc ça, c'est une tendance. L0 et L1, c'est, disons, 80% des systèmes aujourd'hui. Ensuite, le L2, on monte dans l'autonomie. On a des systèmes armés qui deviennent semi-autonomes en déplacement, en détection de cibles. Mais là, la différence, c'est que le système peut se déplacer de manière complètement autonome, détecter des cibles et faire des propositions de cibles. Et le L3, donc on va encore un petit peu plus loin. On a des systèmes armés qui peuvent se déplacer et qui sont soumis à autorisation de tir. Donc ça, en L3, ce sont les systèmes qui commencent à faire polémique. Ici, l'homme est dans la boucle à chaque fois. Donc finalement, c'est qu'un augmenteur de capacité humaine. Après, quand on arrive au L4, là, on commence à être sur des systèmes armés qui sont autonomes et qui peuvent engager, qui peuvent ouvrir le feu de manière automatique, mais qui sont sous tutelle humaine. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'humain peut les arrêter. Et puis le L5, c'est le fameux niveau Terminator, hein, où, quand on parle de robot tueur dans la presse ou dans les médias, grand public, eh bien en fait, à chaque fois, il se réfère, dès que le mot robot tueur est prononcé, on est sur du L5. C'est-à-dire, c'est un système armé autonome sans tutelle humaine. C'est un robot tueur, c'est un système qui tire sur tout ce qui bouge. Voilà. Sauf que ce système-là, les forces françaises n'en veulent absolument pas, c'est totalement interdit, ça n'a pas d'intérêt opérationnel, si ce n'est pour un groupe terroriste qui voudrait l'activer, très très peu d'intérêt opérationnel. Ça peut éventuellement être utilisé en lutte anti-sous-marine, c'est-à-dire que c'est un petit sous-marin qui va être armé, on lui dit, voilà, tu es dans une zone de guerre et tout ce que tu vois, c'est un ennemi, donc tu tires, tu peux engager sur tout ce que tu vois. Ce serait le seul intérêt à l'heure actuelle, mais en fait, ce n'est pas un intérêt. C'est pour ça qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on entend dans les médias et puis la réalité opérationnelle sur le terrain. L4, L5, aucun intérêt. L4, il commence à y avoir des systèmes comme ça, mais il y a peu d'intérêt opérationnel parce que le chef militaire veut avoir la décision de tir, c'est lui qui veut engager ou ne pas engager. Donc on est jusque-là. Sur du L4, après, on a du défensif. Donc, on a vu dans le dernier conflit entre Israël et la bande de Gaza, l'Iron Dome, qui est un système défensif qui va casser les envois de missiles étrangers. Et bien, à ce niveau-là, c'est automatique. Et là, il n'y a plus d'intervention humaine. Une fois qu'on l'a activé, le système se débrouille tout seul.
Donc, les usages de ces systèmes-là, je regarde ce qui me reste comme temps, parce que c'est passionnant, mais malheureusement, si on veut un petit peu poser des questions, je vais être obligé de demander de raccourcir un petit peu plus vite. Merci. Alors, je vais avancer plus vite. Donc, on a un bouleversement qui est une tactique, on a un bouleversement opératique et stratégique. On a l'intelligence artificielle, en fait, elle vient bouleverser une boucle d'action qui est très vieille dans l'histoire des armées, qui date presque de Clausewitz quasiment, qui est la boucle ODA, qui dit observer, orienter, décider, agir. Eh bien, l'IA intervient dans chacun de ces étapes. Alors, à la fois pour le combat urbain, à chaque fois en baissant aussi le niveau de létalité. C'est-à-dire que si c'est un petit robot armé, il va être construit pour être vraiment, pour minimiser, c'est-à-dire pour traiter la cible et pas faire de dégâts par rapport à d'autres cibles qui seraient autour. Donc, on a paradoxalement une baisse du niveau de létalité. On arrive au concept d'hyperwar, qui est un concept américain où la fameuse boucle ODA, finalement, on est en train de sortir l'opérateur humain de plus en plus de cette boucle-là. Et l'opérateur humain sera au-dessus de la boucle. Donc, ça, c'est le concept d'hyperguerre. Et c'est un concept qui suit la technologie, en fait. Pour faire ça, il faut avoir une maîtrise de l'espace hertzien, c'est-à-dire l'espace à la fois électromagnétique, la guerre électronique, l'espace cyber. Donc, ça pose des problèmes complexes, technologiques complexes, et puis éthiques aussi, il faut le dire. On a des nouveaux modes opératoires, donc ça, je passe vite aussi. Pour tout ce qui est renseignement, pour tout ce qui est opération en essaim, en fait, l'idée, c'est de retirer l'homme de la zone d'immédiate conflictualité. C'est la doctrine russe. Le président russe a dit il y a 4 ans, il y a 5 ans, qu'il ne voulait plus de soldats russes au niveau de la zone où il y a le conflit. C'est-à-dire, ce sont les robots devant et les humains derrière pour économiser le sang des soldats russes, et ce qui est vrai aussi pour le sang des soldats américains de toutes les armées du monde. Donc, on a aussi de la lutte dans les champs immatériels, c'est-à-dire sur l'espace cognitif. Donc, ça, ce sont toutes les opérations d'influence dans le cadre des conflits qui interviennent. On n'a pas le temps de revenir dessus, mais voilà. Il faut dissocier évidemment les vecteurs et les fonctions au niveau d'une scène à la fois qui va intégrer la guerre électronique, les opérations cinétiques. Donc ça, on a des opérations qui sont déportées, donc ça sous-entend qu'il faut avoir le contrôle sur ces opérations-là et le retour d'expérience aussi d'opération, savoir si ce pourquoi on a déployé l'unité, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Donc ça pose d'autres questions. Et puis l'inéluctable intégration d'une composante déshumanisée au combat. Ouais. Et ça, en général, les chefs militaires n'en veulent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les militaires, notamment en France, ils sont pas très motivés. Ils savent que c'est inéluctable, mais ça va à l'encontre de leur image du combat. Voilà. Alors, c'est aussi une question de coût. Quand vous voyez un avion Rafale, ça correspond à 5 Reapers, ça correspond à 50 drones de ce type-là. Vous pouvez faire beaucoup de choses et 150 Spitfire. Voilà, donc il y a une question de coût aussi. Vous voyez, les drones, ça coûte moins cher et ça permet d'être partout en même temps. Alors après, on peut jouer à la fois sur le coût et sur l'efficacité, et puis sur les effets sur le combat. Donc ça, je passe vite aussi. Alors tout ce que je raconte ici, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé effectivement, que ce soit en Syrie, en Libye, en Arabie Saoudite. On a une IA qui devient un facteur déterminant dans les conflits armés du XXIe siècle. Et puis, Poutine l'a dit, mais avant lui, le président américain l'a dit aussi, les différents présidents américains l'ont dit. Celui qui maîtrisera l'IA de défense deviendra le maître du monde, grosso modo. Voilà. Donc ça, c'est la dernière slide. Alors, je ne sais pas si je peux... Eh bien, merci beaucoup. C'est d'avoir tenté de respecter en accélérant votre présentation. Je vous remercie. On a été un peu agile sur cet atelier. Et je donne la parole maintenant à notre dernier intervenant. Vous allez là-bas? OK, très bien. Monsieur Assimou. Je ne sais pas si j'ai... on n'entend pas le micro pour le pupitre. Voilà. Allô? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Kossi Amessino, je suis un fonctionnaire de l'administration béninoise.
Je voudrais vous entretenir sur l'intelligence artificielle au service de l'ambulancier à Cotonou. C'est vrai que c'est une communication qui a une histoire. Elle va s'articuler autour de 8 points. Au début, je vais vous faire un peu en introduction l'histoire de cette recherche. Je vais présenter l'objet de la recherche, la question de recherche, l'hypothèse que nous sommes formulées. Je vais faire un zoom sur le concept d'intelligence artificielle, le positionnement que nous avons par rapport à ce concept-là, les observations que nous avons pu faire sur le terrain, le résultat auquel on aimerait soumettre les équipementiers pour qu'il y ait un changement de paradigme et finirait par une conclusion. Tout a commencé par une dame, courant fin décembre 2019, une dame quitte un environnement de 200 km pour le site principal, l'hôpital de référence à Cotonou, pour un voyage qui devait se faire en 2 heures de temps. La dame a fait environ 4 heures de temps. Elle a à peine fait 5 minutes à l'hôpital, elle est décédée. Elle venait pour accoucher. La responsabilité n'a pas pu être située. Les médecins qui devaient s'occuper de son accouchement estimaient que le pronostic vital était prononcé avant qu'elle n'entre dans la salle. Donc, ils n'ont pas la possibilité de soigner. Qui est responsable de cela? Nous avions été choqués de constater que face à la santé, nous n'avons pas encore tous les moyens pour résoudre les problèmes. L'ambulancier a estimé que durant son trajet, il a perdu environ 2 heures de temps qu'il aurait pu éviter si les conditions étaient réunies, si la circulation était fluide. On s'est dit, mais là, pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à intégrer les technologies dans ce processus pour que le code de la route qui donne par essence à l'ambulancier une priorité principale soit pris en charge dans sa complexité? C'est vrai, l'ambulancier par défaut a la priorité sur la route, mais la réalité de la route est spécifique. Le code ne règle pas la réalité de la route. Si la route est encombrée, même s'il est prévu que l'ambulancier ait la priorité, la route encombrée, personne n'y peut rien. Il faut que la technologie parvienne alors en ce moment à gérer le minimum qu'il soit possible d'avoir pour que la vie soit garantie. Donc, faire en sorte que la situation de détresse sanitaire ne devienne pas un facteur déterminant de survie. Il faut pouvoir regarder cela de très près. Nous sommes alors, il y a un temps de décalage, voilà. Nous sommes proposés d'apprécier les changements qualitatifs que l'émergence d'une nouvelle initiative d'intelligence artificielle pourrait induire dans la préservation de la vie des patients qui sont transportés par les ambulanciers. Pourquoi est-ce que nous regardons cela? Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que la vie humaine pourrait être sauvegardée à Cotonou par l'intégration d'un système intelligent dans les feux tricolores pour faire en sorte que la priorité soit accordée de façon rationnelle aux véhicules de secours avec l'intelligence artificielle. Cette réalité nous permet de nous positionner dans le paradigme que l'intelligence artificielle est une solution alternative pour réduire les pertes de temps occasionnées par l'encombrement du trafic routier lors du transport des patients par les ambulanciers. Mais tout ça s'inscrit dans un environnement de contexte. Quel est le contexte de ce concept qui est lourd de sens? Nous avions entendu les intervenants hier et puis aujourd'hui aborder ce concept dans plusieurs dimensions. Nous voyons que l'intelligence elle-même, comme le dit Galden, est multiple. Si elle est multiple, elle devrait pouvoir nous servir à sauvegarder des vies. On doit pouvoir travailler à cela. Le professeur Ganassia nous invite à l'observer de façon précise en intégrant toute la fonction cognitive dans sa pluridisciplinarité. Mais pour nous, pour qu'on puisse agir efficacement sur les faits tricolores, il vaut mieux aller regarder de près les travaux de Shannon sur l'électronique numérique
pour que l'intelligence artificielle soit perçue dans sa pluralité au service de ce besoin précis qui est le nôtre. Pour nous, l'intelligence artificielle, il se présente comme un procédé algorithmique visant à prêter à une machine, à partir de chaînes de code informatique, des capacités comparables à celles de l'homme en termes de prise de décision. Quel a été l'environnement? C'est un environnement que nous avions pris le temps d'observer. À partir de ce premier cas, nous sommes dit qu'il faut l'observer au mieux. Nous avons mis à contribution les étudiants en licence de télécommunications et informatique courant octobre et décembre 2020 pour regarder quelle est la situation des ambulanciers dans la circulation routière à Cotonou. Nous nous sommes rendus compte que pour plusieurs fois, les ambulanciers se sont retrouvés dans une situation d'arrêt total. À défaut, ils sont ralentis au point de perdre du temps conséquent. Ce temps-là, malheureusement, quand nous avions été au service d'urgence de l'hôpital de référence, on nous a fait remarquer que plusieurs décès étaient régulièrement enregistrés et que les causes profondes peuvent être imputables au délai assez long commis entre l'annonce de l'ambulancier dès son point de départ et son arrivée au point de destination. Mais nous savons que la technologie sur les capteurs a suffisamment évolué aujourd'hui dans le monde. Pourquoi nous ne l'utilisons pas dans nos environnements à nous? Peut-être que les capteurs n'ont pas tout le potentiel qu'il faut pour résoudre ce problème, mais on peut recommander qu'il y ait des capteurs spécifiques pour faire ce genre de travail. Aujourd'hui, les capteurs sont capables de détecter de la lumière, par exemple, pour permettre un environnement où on n'a pas de gens pour aider le non-voyant pour traverser une route. Le capteur aide à gérer la circulation routière pour que le non-voyant puisse traverser la route en toute sérénité, en toute sécurité. Les mêmes capteurs de type infrarouge associés à des caméras sont utilisés pour permettre aussi de détecter l'imminence de la présence des animaux et réguler la circulation routière pour les permettre de passer en toute liberté. Nous avons tous été confrontés à la réalité de l'intelligence de voirie avec la théorie de vehicle to everything, qui nous amène à avoir une société où nous avons zéro encombrement, zéro accident, mais dans la pratique, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas encore zéro accident. Même si nous l'avons peut-être dans le mouvement des hommes, dans la circulation dans certaines villes du monde, dans nos espaces à nous, dans les pays en développement, le chemin est encore très long, très, très long. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que un capteur spécifique soit déployé pour pouvoir observer deux éléments à la fois? Le son de la sirène de l'ambulance, le jeu de lumière qu'émet l'ambulance, les observer simultanément et prendre la décision de réguler la circulation routière au profit de l'ambulancier. C'est ça l'enjeu. Mais les capteurs qui existent aujourd'hui ont des potentiels qui tiennent sur des centaines de mètres. On a besoin de capteurs plus puissants qui peuvent avoir de la détection à hauteur de 1 km pour que cette fonctionnalité soit effectivement utile et qu'elle permette de manipuler tout le processus de la circulation routière jusqu'à la destination de l'ambulancier. C'est ça l'objectif pour lequel nous avions entamé cette recherche. Nous avons continué à travailler sur ce dossier et nous voulons espérer qu'en faisant usage de l'intelligence de voirie, nous aurions effectivement un espace de circulation non encombré et que de nombreuses vies humaines pourraient être sauvées au truchement de la commande à distance, de la manipulation à distance des faits tricolores dans nos villes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui. Alors, on était démarré avec une grande marge de manœuvre, mais on termine avec une petite marge de manœuvre. C'est un grand classique. Est-ce que c'est possible de savoir s'il y a des questions en ligne? Parce que nous ne sommes pas nombreux dans la salle, mais il y a peut-être des questions en ligne, puisque j'avais vu tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui suivaient les exposés. Est-ce que la régie peut nous mettre quelque chose sur le sujet? Ne serait-ce que pour les lister pour l'instant. Non, il n'y a pas de questions en ligne. Alors, dans la salle, en fait, je ne vois pas bien la salle, mais je vois une main quand même.
Alors, voilà, je vais vous présenter. Donc, on va peut-être, vous n'êtes pas nombreux, donc on va peut-être pouvoir poser les questions en les cumulant, et puis après, on distribuera les réponses. Merci.